Paris-Nice, les Français sont devant. Hier, François Simon, en remportant la 6e étape, est revenu à 6 petites secondes du leader, Laurent Brochard. Brochard qui va défendre son maillot sur les pentes du célèbre col d'Aise au cours d'un contre-la-montre individuel décisif. Bonjour à tous, c'est en quelque sorte aujourd'hui le lancement de la saison cycliste dans Samedi Sport et la semaine prochaine nous suivrons par exemple Milan-San Remo. On va s'intéresser donc aujourd'hui à un final super passionnant de ce Paris-Nice. Ce sera également l'occasion pour nous de vous présenter les groupes français engagés cette saison. Ils sont au nombre de 10. Nous allons retrouver nos envoyés spéciaux sur les pentes du col d'Aise pour vivre avec eux cette étape, car Laurent Fignon, en reprenant cette épreuve, a décidé de remettre au programme l'ascension du col d'Aise. C'est ce qui n'était pas arrivé depuis 1995. Et Jean-René, je trouve que c'est une belle façon de dire que cet après-midi sur France 2, nous allons pouvoir vivre le final quasiment de ce Paris-Nice, parce que celui qui s'impose aujourd'hui a de grandes chances quand même d'être le leader demain. Hein. Oui, effectivement. Bonjour Lionel, bonjour à tous. France Télévisions a déjà programmé environ 80 jours de cyclisme en direct jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain. Et le premier grand rendez-vous, c'est aujourd'hui. Et nous avons de la chance, c'est vrai, puisque les 10 premiers du classement général de Paris-Nice sont rassemblés en 38 secondes, ce qui veut dire que les écarts ne sont pas importants. Alors aujourd'hui, il y a le col d'Aise sur France 2 et il y aura demain après-midi dans Sport Dimanche sur France 3 la dernière étape traditionnelle qui se termine à Nice, mais l'on peut imaginer bien évidemment que les positions que l'on enregistrera ce soir au classement général seront les positions définitives. Alors, Paris-Nice a débuté dimanche dernier, nous étions tout près du château de Vincennes. Petit retour en arrière, découvrons la carte de ce Paris-Nice 2000. Qui nous amène aujourd'hui donc avec l'ascension du col d'Aise. 10 km très exactement, c'est Laurent Fignon lui-même qui a choisi cette distance pour en fait simplifier tous les calculs, et c'est une manière supplémentaire pour Laurent Fignon d'apporter sa contribution à un Paris-Nice complètement rénové et qui nous aura apporté dans la notion du modernisme notamment beaucoup de choses nouvelles depuis dimanche dernier. Alors la course a été belle, je vous propose de découvrir le film de la semaine de Paris-Nice, film préparé par Thierry Adam, Jean-Jacques Brouard et Pierre Le Petit. Regardez le festival notamment de Laurent Brochard, c'est parti. Votre animateur des championnats sur les routes du Tour, et nous retrouvons également 157 acteurs jouent depuis dimanche dans l'histoire d'un maillot blanc. Le blanc, le signe distinctif du premier au classement général de la course au soleil. 4, 3, 2, 1... Paris-Nice, c'est un film en 8 épisodes, un scénario de 1150 km d'un jeune réalisateur de 40 ans dont c'est la première superproduction. Le double vainqueur du Tour de France, Laurent Fignon, a racheté les droits à la famille Lelio. Son esprit, c'est un parcours tous les jours différent, favorable au rebondissement. On essaye de bâtir une course qui tient la route, qui propose des choses différentes un peu tous les jours. Il faut penser aux sprinteurs, aux rouleurs, à des gens qui aiment les contre-la-montre pas en côte. Il faut penser un petit peu à tout ça et essayer tous les jours de faire des choses différentes. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'on réalise. Malgré les absences d'Armstrong ou de Van den Broek, le résultat est au-delà des espérances. Mais il n'avait sans doute pas imaginé qu'un Laurent pouvait en cacher un autre. Laurent Brochard, surprise de la première étape à Vincennes. Le Sartois, sur 7 km 900, réalise le meilleur temps. Il se permet le luxe de devancer d'1 seconde le maître des chronos. L'Anglais Chris Borman, le coureur du Crédit Agricole, dispute sa dernière saison sur un vélo, alors tout ce qui ressemble à un prologue fait partie de ses objectifs. Vraiment déçu. C'est mon premier rendez-vous avec la Responsibility cette saison. C'est mon principal objectif au Paris-Nice. Je suis trompé. L'ancien champion du monde, c'était en 97 à Saint-Sébastien, est le premier maillot blanc du 67e Paris-Nice. Il vient surtout de remporter la première victoire de sa carrière dans un contre-la-montre. Laurent, s'il te plaît, pour le plus. C'est vrai que ça fait énormément plaisir. Toutes victoires déjà font toujours plaisir. Bon, c'est vrai que celle-ci elle est assez particulière parce que bon, l'équipe Jean de la Tour attendait vraiment cette victoire. Et puis bon, c'est vrai que sur une grande épreuve comme Paris-Nice, c'est quand même très très important.
Lundi, nous sommes à Sens et il faut faire preuve de bon sens. L'équipe AG2R ayant placé 3 coureurs dans les 7 premiers, la tactique est toute écrite. L'objectif est d'amener Yann Kirsipu au sprint, une victoire et les bonifications lui offrant la place de leader. Ça, il le sait. L'ex-équipe Casino, toujours dirigée par Vincent Lavenu, va parfaitement réussir dans son entreprise. Pascal Chanteur met en place la rampe de lancement. La fusée, Yann Kirsipu fait le reste. L'Estonien est bien un des meilleurs sprinteurs du monde. Il gagne à Nevers, comme l'année dernière. Dans la tête, je suis très serein. Je ne suis pas jamais vraiment inquiet pour le sprint. Et je ne stresse pas, donc c'est ce qui arrive avec les années un petit peu. L'ancien maillot jaune du Tour signe ici sa 6e victoire de la saison après celle obtenue à Bessèges, au Tour méditerranéen et dans la classique Haribo. Un premier sprint massif marqué par une chute dans le dernier kilomètre. Principale victime, Christophe Moreau, mais surtout Eric Decker, le néerlandais, victime d'une fracture du coude. Christophe Moreau repartira, mais ses malheurs ne font que commencer. Au départ de la 3e étape, Yann Kirsipu sait qu'il risque d'être un leader éphémère. Il n'a pas de botte secrète, même à Nevers. Une dernière consigne de son directeur sportif, Vincent Lavenu, à son coéquipier Gilles Maignan. Il faut surveiller tout le monde, sauf les mal classés. Andy Flicklinger de l'équipe Festina, Thierry Gouvenou des Big Mat profitent de l'aubaine. Une centaine de kilomètres d'échappée, mais les affaires sérieuses vont bientôt commencer. Je crois que l'étape va se jouer maintenant dans le dernier col de l'étape et on va voir si Yann Kirsipu est capable de passer et de répondre aux attaques notamment des grimpeurs. On verra bien. Bien vu, monsieur Lavenu, le col de la Croix-Marchand est décisif. C'est l'attaque de 20 coureurs lancée par l'équipe Jean Delatour. Frédéric Bessy, Gilles Bouvard emmènent sur leur porte-bagages, et oui, Laurent Brochard. Les jeux sont faits, le maillot blanc va changer d'épaule pour la 3e fois en 3 jours. Ça monte un peu, alors Fabio Baldato vient signer la première victoire de la jeune équipe italienne face à Bortolo. J'aime bien quand il est l'arrivée comme ça et aussi quand il y a un petit peloton. Aujourd'hui, il y a tous les deux les choses. Petit peloton et l'arrivée qui monte, et pour moi, c'est superbe. Sourire de Laurent Brochard, c'était devenu rare. Mais un maillot de leader, ça vous change un homme. Après ses déboires, sa suspension, Laurent Brochard retrouve des ambitions. Il a surtout retrouvé son coup de pédale et une certaine sérénité. Serein, mercredi matin, dans son bus, nous sommes à Trévoux, au-dessus de Lyon. Laurent Brochard est au départ de la 4e étape. Petit café. Là, avec les difficultés qu'il y a, ça va pas être évident, surtout pour contrôler, mais bon, on verra bien. L'étape est courte, 178 km, mais annoncée très périlleuse avec 3 cols, la côte de Deerne et celle de Saint-Christophe. Sur la route, l'équipe Jean Delatour assure pourtant parfaitement son nouveau rôle, défendre un maillot, et ce n'est pas si simple. C'est le calme plat à l'avant, la souffrance à l'arrière, la fatigue, le froid ont raison de certains coureurs malades. Joe Plancart, le sprinter des Cofidis, abandonne. Malade aussi, le leader de l'équipe Bonjour, Jean-Cyril Robin, monte dans la voiture balai. Le vélo, c'est un sport très très difficile et quand on n'est pas trop bien, un peu malade, on souffre énormément, donc je préférais arrêter parce que je me suis fait lâcher les premières difficultés. C'est l'ambulance pour Christophe Moreau, victime d'une chute, la 2e sur ce Paris-Nice, la 3e depuis février. Il remontait tout juste sur un vélo après sa fracture de la clavicule. La série est vraiment trop longue et trop dure. Et sur une relance, une vitesse qui saute, je retombe, je me recogne la tête, je me rouvre la tête, je me ressonne et là vraiment je jette l'éponge. C'est la galère aussi pour certains sur le vélo. Et Yann Kirsipu en tête, l'ex-maillot blanc, abandonnera le lendemain. Nous sommes à 2 km de l'arrivée à Saint-Étienne. Bomberger, le Danois, se débarrasse de l'Italien Rinaldo Noncentini. Il signe là la première victoire sous ses nouvelles couleurs. Il a rejoint l'équipe Memory Card Jack & Jones. C'est surtout le bout du tunnel après une année de galère et un mal de dos tenace.
Après un long transfert, le peloton est à Berlétan, près de Marseille, et Jackie Durand regarde avec le sourire la suite du film. Un film où l'humour tient sa place, sauf que l'histoire de l'autoroute ne fait pas rire le clown du peloton. L'équipe Big Mat, retardée par un accident et une marée chaussée un peu pointilleuse, a failli ne pas partir. J'étais énervé au possible, donc au départ, je suis allé dans un coup qui est parti, et j'ai contré ce coup, et je voulais pas partir tout seul par contre. Dernier arrivé, premier parti, Bourgui a fait 107 km en solitaire, mais Thierry Bourguignon est victime de la célèbre tactique du coureur. L'équipe Jean Delatour défend le maillot blanc. Alors cette image, nous l'avons souvent vue cette semaine, un scénario bien huilé. C'est un petit peu le scénario idéal, un scénario classique. Laisser sortir un coureur peu dangereux au général, de façon à ce que les autres coureurs soient plus calmes dans le peloton. Et nous, on a contrôlé en laissant entre 5 et 7 minutes d'avance à Thierry Bourguignon. Et puis derrière, ça nous a permis de voir venir. Regardez, l'image est explicative. Gilles Bouvard contrôle l'échappée lancée par Alexandre Vinokourov. Le Kazakh est à 1 minute de Brochard au classement général. Il va tout tenter pour désarçonner le coureur français en vain. À Sisteron, nouvelle arrivée groupée. Et Matteo Tossato nous refait le coup d'Oscar Freire quand il est devenu champion du monde à Vérone en octobre. Le coup du virage pour la deuxième victoire d'étape cette semaine de l'équipe au maillot blanc. La couleur de la semaine face à Bortolo. Sur une ligne d'arrivée, il y a toujours un gratte-ciel ou un merci qui traîne. Parce que le cyclisme, c'est avant tout un sport d'équipe. Je crois que l'équipe elle a montré qu'elle avait un grand potentiel. On a réussi à neutraliser tout au long de la semaine. Donc de ce côté-là, je suis très fier de l'équipe et du travail qu'ils ont fourni. Et bon, c'est vrai que ça va beaucoup nous servir maintenant pour la suite. Et on peut compter maintenant sur l'équipe de la Tour. L'ex-coéquipier de luxe a vite pigé le rôle de leader, même dans une jeune équipe devenue ambitieuse au fil des kilomètres. C'est clair qu'aujourd'hui, on commence à penser qu'on peut peut-être gagner Paris-Nice. Et hier vendredi, Brochard, l'audacieux, s'est définitivement imposé comme le patron du peloton, en partant du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a répondu à toutes les attaques, celles permanentes d'Alexandre Vinokourov, de Manchebo ou encore de Pasquale Rodriguez, mais personne n'a pu filer à l'anglaise. Voilà pourquoi hier à Villeneuve-Loubet, nous avons assisté au 3e sprint massif de la semaine, le plus palpitant. François Simon l'emporte pour un tout petit centimètre. C'est la première victoire du coureur de l'Aube avec son maillot de champion de France. Simon, après Mazon, c'est la 2e victoire de la nouvelle équipe Bonjour de Jean-René Bernaudot. 2 coureurs de 2 nouvelles équipes françaises aux 2 premières places, seulement séparés par 6 secondes. Tout ça n'est pas pour déplaire à notre réalisateur. L'organisateur propose, les coureurs disposent et ils disposent bien. Ils nous font une belle course, une course de mouvement. Ils profitent des solutions qu'on leur propose. Donc moi je suis très content. Il fait beau, les coureurs en profitent, le public est content, tout le monde est heureux. Donc c'est parfait. À 2 étapes de l'arrivée, le suspense reste entier. Et pourtant, le réalisateur n'est pas Alfred Hitchcock. Voilà, film de la semaine préparé par Thierry Adam, Jean-Jacques Brouard et Pierre Le Petit. Et vous n'avez pas été sans noter que Laurent Fignon avait le sourire. Laurent Fignon sourit rarement. Quand il sourit, cela veut dire qu'il est vraiment heureux et il est content. Il a raison, Laurent Fignon, d'être content car nous avons vécu depuis dimanche dernier une très belle édition de Paris-Nice avec notamment, durant les 5 derniers kilomètres, pratiquement tous les jours, une succession d'attaques qui ont rendu la course bien vivante. Alors Bernard Thévenet, bonjour. Oui, bonjour. Alors Bernard Thévenet, la course a été vivante, très vivante même, et ce Paris-Nice nous révèle un nouveau Laurent Brochard, patron dans une course à étapes et patron d'équipe. C'est nouveau et c'est assez impressionnant. Oui, c'est nouveau parce qu'on pensait qu'on avait peut-être mal estimé cette équipe Jean Delatour, peut-être aussi mal estimé Laurent Brochard qui a su se montrer un véritable patron d'équipe. Avant de se monter, on ne va pas vraiment dire qu'il est le patron du peloton, mais il a très bien su motiver ses troupes, il a fait preuve d'une très bonne présence physique, mais il doit avoir aussi un très très gros moral qui a rejailli sur ses coéquipiers. Et cette équipe a défendu becs et ongles le maillot blanc de leader sans faire aucune faute et en amenant Brochard en excellente position au départ du col d'Aise. Alors nous sommes à 495 mètres d'altitude au-dessus
de la ville de Nice et nous sommes donc au sommet du Col d'Èze. Depuis 1995 et la victoire de Bobrick, Paris-Nice n'avait pas emprunté ce parcours, cette ascension du Col d'Èze. Laurent Fignon aujourd'hui permet au peloton de retrouver ce Col d'Èze. Alors nous allons vous proposer une reconnaissance de l'ascension en compagnie du vainqueur de l'étape d'hier, qui est également deuxième du classement général à 6 secondes. Il s'agit bien sûr de François Simon. Le reportage, Thierry Adam, Pierre Le Petit. Bravo, hein. Aujourd'hui, hein, ça se décide. Hein. Dernier sourire avant la montée du Col d'Èze. Voilà, oui, au bout de, je dirais, oui, 200-300 mètres, on tourne à gauche et là vraiment on a je dirais pratiquement la rampe la plus dure de la montée. Et donc ça va bientôt enjamber le départ, on va sentir tout de suite si on a les bonnes jambes. Par contre, ce qu'il ne va pas falloir, c'est se mettre non plus dans le rouge, parce que cette rampe dure quand même pas loin de 3 km, je pense, assez dur. Sur cette pente, on entre tout de suite dans le vif du sujet. L'échauffement est donc primordial. Si je me rappelle bien, ça doit monter comme ça, assez pentu pendant 2 bons kilomètres. C'est une évidence, mais ce contre-la-montre se joue sur les premiers coups de pédale, sans doute sur les 3 premiers kilomètres. Si on part pas assez vite, on va vite en perdre. Par contre, si on part trop vite, on va peut-être en gagner les 2 premiers kilomètres. Et après, on peut carrément s'écraser et tout perdre dans la deuxième partie. Après cette première partie, il doit rester encore 6-7 km. Question du jour, quel sera le choix du braquet? Je pense pour la première partie, ça va être, je ne sais pas encore si je vais mettre 41 ou 44. Et bon, si je garde 44, ça va être sûrement 44-17. Et bon, en gros plateau, j'ai mis 51 pour des fois dans les faux plats montants ou le final pour pouvoir tirer le plateau. Une montée sans répit, sans respiration, il n'y a guère qu'au kilomètre 5 qu'on peut relancer, et encore. Oui, voilà, un petit faux plat, mais bon, légèrement montant. Donc ça permet pas de récupérer, mais de rouler un petit peu plus vite. Après, on a une deuxième partie qui est encore assez dure. Et là, les 2 derniers kilomètres où on peut vraiment tout donner, puisqu'en plus, le dernier kilomètre finit pratiquement en descente. Et voilà, nous voilà au bout. Quand on va voir la moyenne, je pense que ça va être aux alentours des 30. Donc un contre-la-montre à 30 de moyenne, je pense qu'on peut appeler ça un contre-la-montre en côte. On ne peut pas comparer parce que les distances ont changé. Mais le record de la montée est toujours détenu par le Suisse Tony Rominger en 94. Il avait couvert les 12 km 500 en 22 minutes 06, soit la moyenne horaire impressionnante de 39,926. Rominger vainqueur à Nice en 91 et 94. Mais le record de victoire est toujours détenu par l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur 7 fois consécutivement. Alors aujourd'hui, rappelons-le, il y aura très exactement 10 km à parcourir. Alors Thierry Adam, vous êtes à la sortie de la ville de Nice, au pied de l'ascension du Col d'Èze. Alors on peut imaginer, Thierry Adam, compte tenu des positions, 10 coureurs rassemblés en 38 secondes, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de tension au départ. Oui, bonjour Jean-René, bonjour à tous. Effectivement, et vous pénétrez dans l'antre d'un contre-la-montre, puisqu'il y a la rampe de lancement, le podium juste à côté, ça fait un petit peu de bruit bien évidemment, et puis il y a juste autour une zone d'échauffement. Et c'est là qu'on ressent le mieux l'ambiance qui règne pour ce Paris-Nice. On a vu tout à l'heure Michel Gros, le directeur sportif de Laurent Brochard, très concentré, arrivé très tôt pour préparer tout ce qu'il faut pour que son coureur, lorsque lui, il va arriver 1h30 avant son propre départ, eh bien, que tout soit prêt et qu'il soit bien concentré. Même chose du côté de Jean-René Bernaudot, qui suit aussi ses autres coureurs. En ce qui concerne François Simon, le deuxième au classement général. Beaucoup de concentration, donc nous ne dérangerons pas les coureurs. Nous sommes au 100e quasiment, puisque sur la ligne de départ, c'est Rinaldo Noncentini qui s'est illustré sur ce Paris-Nice. Il a terminé deuxième de l'étape de Saint-Étienne, qui est au départ. Mais bien sûr, les choses sérieuses vont commencer dans quelques minutes. Pour l'instant, les coureurs partent de minute en minute. Et puis tout à l'heure, avec les 10 meilleurs, ils partiront toutes les 2 minutes. Alors, petite précision concernant le leader de la course, Laurent Brochard. Il sera bien sûr le dernier à s'élancer. Il sera à ce moment-là 17h19. Bernard Thévenet, 10 km d'ascension, le Col d'Èze. Vous disiez tout à l'heure qu'ils allaient tous monter sur le grand plateau. Ça va aller très vite. Ouais, je pense que ça va aller très vite, enfin surtout pour les derniers, parce que se joue non seulement la victoire d'étape, mais pratiquement la victoire dans Paris-Nice. Il y a encore une étape demain, mais ça sera beaucoup plus difficile de surprendre le leader demain. Donc la différence, la course, il faut la gagner aujourd'hui. Et ce sont 10 km qui sont très difficiles, parce qu'il y a
On l'a vu tout à l'heure avec François Simon, hein, une pente très rude après 7 ou 800 mètres. Après, il y a un petit moment où ça va mieux, mais c'est justement là où ça va un petit peu mieux, où c'est moins dur. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de lever le pied. C'est là où on perd le plus de terrain. Et puis sur la fin, mais il faut être costaud. Alors ce sont 10 km qu'il faut faire vraiment à 99% de ses possibilités. Et à 100% pour gagner. Et à 100% pour gagner. Surtout pas à 101 parce qu'on explose. Et comme ça monte tout le temps, on ne peut pas s'en remettre. Merci Bernard. Alors, France 2 et France Télévisions renouent cet après-midi avec une belle tradition, je crois, celle de vous présenter l'ensemble des équipes françaises avant de vivre dans quelques minutes le final passionnant dans l'ascension du Col d'Est de ce Paris-Nice 2000. Alors, nous avons décidé donc de vous montrer les 10 équipes françaises, 10 équipes professionnelles, ce qui est bien sûr une excellente nouvelle compte tenu du cataclysme qui avait failli emporter l'ensemble du cyclisme en 1998. Alors, les premières équipes que nous vous proposons, que nous vous présentons, il s'agit de Besson, il s'agit de Delatour et il s'agit de Saint-Quentin. Thierry Adam. Souvenir. 3 janvier 2000, Christophe Morel devient champion de France de cyclocross à Manosque. C'est la première victoire de la saison cycliste. Elle est signée par un coureur de l'équipe du team Besson-Olna, un club basé près de Clermont-Ferrand, dirigé par Patrice Esnault, l'ancien pro. 4 millions de francs de budget, 10 coureurs, dont 3 Kazakhs et un Japonais. Le VC Saint-Quentin Octos MBK, c'est l'esprit picard, une terre de cyclisme. Mais il n'y a qu'un enfant du pays, Jean-Michel Tillois. Avec 3 Lituaniens, un Kazakh, un Norvégien et les frères Ravaleux, ce groupe sportif de 10 coureurs est très éclectique, dirigé par Martial Gaillan, dont l'adjoint est Jean-François Bernard. L'équipe de l'Aisne espère réussir quelques coups d'éclat. Cette année, notre objectif pour briller dans les courses, ça sera surtout les 4 jours de Dunkerque, le Tour de l'Oise qui correspond à nos profils, et puis bon, les épreuves de Coupe de France. Jean Delatour est avant tout un bijoutier. C'est surtout un passionné. Passion, vélo, amitié. Pour Michel Gros, c'est ainsi qu'est né le groupe français, complètement français, avec ses 15 coureurs basés à Vénissieux, près de Lyon. L'ancien collaborateur de l'équipe Fessina a saupoudré, appelé des néo-pros, a rappelé d'anciens, et s'est offert un diamant à l'état brut. C'est voir autre chose. C'est aussi de créer une nouvelle équipe, une équipe de jeunes. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été intéressantes et ce qui me motive pour la saison. L'équipe veut d'abord se faire un nom, mais elle rêve secrètement de faire dès cette année le Tour de France. Participer au Tour de France, c'est bien sûr le rêve de toutes les équipes françaises. Et pour Delatour cette année, pour Besson Chaussures et Saint-Quentin dans les années qui viennent, c'est une sacrée ambition, Bernard. C'est une ambition, c'est ce que Jean Delatour est en train d'essayer de réaliser. S'il peut remporter ce Paris-Nice, ça fait quand même déjà une belle carte de visite. On peut regretter qu'on soit obligé, enfin je ne sais pas si la Société du Tour de France est obligée, mais on peut regretter qu'on soit obligé de faire une sélection parmi les équipes françaises professionnels pour la participation au Tour de France. Il y a des équipes qui ne sont pas candidates, comme Besson et Saint-Quentin, qui ne sont pas encore assez bien structurées. Mais il y aura malheureusement, je crois, entre Bonjour, Jean Delatour et Big Mat Aubert, une sélection à faire. Et c'est dommage parce que beaucoup de coureurs dans ces équipes-là méritent de faire le Tour. Alors, nous poursuivons la présentation des groupes sportifs professionnels français. Je vous propose maintenant de découvrir les équipes Crédit Agricole, Big Mat Aubert et Bonjour. Voilà le maillot du Crédit Agricole, un des coureurs du Crédit Agricole dans l'ascension cet après-midi. Ce maillot que vous connaissez bien. Et nous découvrons maintenant toute l'équipe Crédit Agricole. Avec l'équipe du Crédit Agricole, tout marche par deux. Deuxième saison, deuxième budget, deuxième division. Deuxième complète saison au sein du peloton. Deuxième budget des équipes françaises, 32 millions de francs. Deuxième division, ce qui exclut une qualification d'office en Coupe du Monde, mais pas sur le Tour de France et ne freine en rien ses ambitions. À 50% anglophone, australien, américain, anglais, suédois et norvégien côtoient les 9 Français du groupe. L'équipe semble tout terrain. On a beaucoup recruté en montagne, là où nous étions légers, je dirais, avec Jonathan Vauters qui a gagné l'an dernier le Mont Ventoux, qui est vraiment un grimpeur né, et Bobby Julich
pour le classement général du Tour de France. Bobby Julich, 3e du Tour 98, malheureux chez Cofidis. Jonathan Voiters, transfert de l'US Postal, encadre 18 coureurs, dont 3 néo-pros. Au crédit, on espère toucher le fruit de ses investissements. J'ai le grand objectif comme 98, mais je voudrais commencer bientôt avec un bon printemps. Le Tour de France, bien sûr, et après le Tour de France, peut-être le champion du monde et le Jeux olympiques. Et on a plein de choses à faire cette année, plein d'objectifs. Il y a bien longtemps qu'on ne dit plus les petits gars d'Aubert. Big Matt Aubert 93. Depuis 94, s'est fait un nom et le Bourguignon Show cet été, sur France Télévisions pendant le Tour, a fini de lui forger une sacrée renommée. Big Matt, c'est 17 coureurs dont 2 Russes, un Australien, un Anglais et 2 néo-pros. 16 millions de francs de budget, un centre de formation et une cote certaine chez les 2 roues. D'une année sur l'autre, on peaufine l'équipe. Bon, maintenant, on n'a rien à envier aux grandes équipes au niveau matériel, au niveau structure de l'équipe. Donc on peut faire notre métier à fond. Vite fait, bien fait, Jeremy Hunt, arrivé de chez Banesto, a offert à Aubert ses premiers lauriers en février sur les bords de la Méditerranée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un journal gratuit d'annonces. C'est le drôle de nom d'une nouvelle équipe 100% française. Même le champion de France, François Simon, a changé d'air pour l'air iodé de la Vendée. Jean-René Bernaudot, vendéen malin, a sous ses ordres 18 coureurs, moitié pro expérimentés, moitié néo-pro. Bonjour, Toupargel est installé aux Essarts, souffle le vent d'ouest et du renouveau. Avec 23 millions de francs de budget, cette équipe, mine de rien, a tout d'une grande. C'était donc la nouvelle équipe. Bonjour. C'est pas une petite équipe, c'est l'équipe que je voulais et c'est une équipe qui va monter en pression tout doucement. Je connais le potentiel des jeunes qui arrivent de chez moi, je connais les anciens, les confirmés que j'ai pris et c'est un petit peu tout ça qui va monter en pression dans quelques jours. 3e des derniers championnats du monde à Vérone, le Nantais Jean-Cyril Robin a quitté la Française des Jeux pour devenir le leader charismatique de cette équipe. On est une équipe jeune, bon, y a de quoi faire si je puis dire. Et puis je suis très confiant quand même, il y a déjà une bonne structure, on est déjà très homogène et puis à nous de mériter notre place, mais ça je m'inquiète pas et je crois que la société du Tour de France sera très vite séduite par notre comportement en course. Bonjour, rêve de participer au Tour, mais veut avant tout se façonner une belle image. Vous avez entendu la phrase de Jean-Cyril Robin, séduire la société des Tours de France, car Jean-Cyril Robin, tout comme les autres nouvelles équipes françaises, rêve bien sûr de pouvoir figurer le 3 juillet prochain au Futuroscope pour le départ du Tour de France. Je vous rappelle que nous sommes au sommet du Col d'Èze où nous allons vivre dans quelques instants un final formidable avec le contre-la-montre long de 10 km, 10 premiers coureurs du classement général en 38 secondes, suspense garanti donc dans ce final ici dans le Col d'Èze, sachant que c'est bien sûr Laurent Brochard qui porte le maillot blanc. Alors nous continuons également avant de retrouver les coureurs dans l'ascension du Col d'Èze, nous continuons également à vous présenter toutes les équipes françaises. On a vu Bernard Thévenet, en entendant parler les coureurs de l'équipe Bonjour, on a vu que Jean-René Bernaudot avait déjà réussi, après 10 années de travail remarqué chez les amateurs avec l'équipe Vendée U, on a vu que Jean-René Bernaudot avait fait passer quelque chose. Oui, après plusieurs années de recherche pour pouvoir enfin passer à professionnel, il a réussi son but. Et il a réussi, il garde toujours le même esprit que lorsqu'il était chez les amateurs, c'est-à-dire de faire comprendre aux coureurs que d'avoir un vélo, il a dit hier d'ailleurs, que d'avoir un vélo, un travail, c'est quelque chose de formidable. Pouvoir faire de sa passion son métier, c'est finalement ce que l'homme peut faire le mieux dans sa vie. Et voici le dernier volet de la présentation des équipes françaises. Ce sont les grandes équipes, ce sont celles qui sont en première division. Il y a AG2R, il y a Festina, il y a la Française des Jeux et il y a Cofidis. Et pour vous, d'abord, un avant-goût de l'équipe AG2R qui sera la première des 4 dernières équipes présentées. Vous avez vu à l'instant Gilles Maignan qui, pour l'instant, dans l'ascension du Col d'Èze, a réussi le meilleur temps, 21 minutes 14 secondes. C'est parti, le sujet est signé Thierry Adam. Voici les 4 équipes françaises de première division. Et ensuite, le grand match, le grand direct dans l'ascension du Col d'Èze pour la victoire dans Paris-Nice 2000. Regardons d'abord les images. Nouveau maillot, nouveau logo, AG2R, c'est l'ex-équipe Casino, l'équipe française, aux 43 victoires en 1999. Si bon nombre de coureurs, 7 au total, sont partis, dont Alexandre Vinokourov chez Télécom,
le groupe a gardé son atout maître, le sprinter estonien Jan Kirsipuu. Jan Kirsipuu, maillot jaune. L'équipe, basée à Chambéry, affiche 18 millions de francs de budget, avec un petit effectif, 15 coureurs dont 4 néo-professionnels, autour de l'ancien maillot jaune du Tour de France. Ambition à la baisse? Peut-être pas, comme le prouvent déjà les 7 victoires cette année. Au départ, on ne se positionne pas comme une des équipes favorites, c'est clair, mais je crois que c'est mieux comme ça. Par contre, on a conservé notre façon de travailler, notre sérieux, notre enthousiasme. Et je crois que c'est ce qui fait la différence chez nous depuis 2 ans, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas ainsi. Qui nous rejoint. Pascal Lino, Olivier Asmaker sont les principaux transferts français d'une équipe bien française, mais très ibérique et dont le service course est installé aux Pays-Bas. Festina a voulu rompre définitivement avec le passé, avec 98 et a presque tout changé. C'est désormais un budget de 20 millions de francs, 27 coureurs, dont 8 français et 5 néo-pros. Festina est resté dans le cyclisme pour écrire une nouvelle page de son histoire. Le Tour de France sera un rendez-vous important pour nous avec l'arrivée d'Angel Casero dans l'équipe et la présence de Christophe Moreau. À côté de ça, il y a une volonté de rajeunir un petit peu l'équipe. On a 8 coureurs qui sont des coureurs de moins de 24 ans cette année. Donc on aura aussi également une visée sur le Tour de l'avenir. Un sondage l'affirme, voici l'équipe cycliste préférée des Français. La Française des Jeux, des frères Madio, a recruté cette année Grzegorz Gazowski, le Polonais vainqueur du Grand Prix de Zurich, et conservé son Breton de leader, Stéphane Lowe. Ce sera sa 4e année dans le peloton professionnel. Son budget est de 30 millions de francs, 22 coureurs mais un seul néo-pro, c'est la première fois et c'est un signe. Un signe que la Française des Jeux espère faire beaucoup mieux que les 26 victoires obtenues en 99. Stéphane Lowe avait montré l'exemple, donné le ton cet été sur le Tour de France. Cette année, la FDJ semble bien armée. Je pense qu'on a une équipe qui arrive à pleine maturité et j'ai des coureurs qui sont avec nous depuis 2 ou 3 saisons, notamment des jeunes qu'on a pris en néo-pro, qui vont arriver dans une phase de maturité. Et comme je sais que bon nombre d'entre eux ont beaucoup de talent, j'espère beaucoup de victoires et beaucoup de maillots françaises des Jeux sur le devant de la scène. Voici pour finir l'Armada Lama-Pay, version française. Cofidis, c'est tout simplement le plus gros budget des équipes de l'Hexagone, 35 millions de francs. Son leader est aussi le 3e coureur du classement mondial UCI, le plus fantasque peut-être du peloton, peut-être aussi le plus talentueux. Frank Van Den Broek est finalement resté au sein de l'équipe Cofidis et le Belge compte bien réussir une saison exceptionnelle. Cofidis aussi. Derrière, Van Den Broek, 29 coureurs, un gros effectif avec 6 néo-pros et autant de pistards. On peut jouer sur plusieurs tableaux, sur les classiques, sur les courses à étapes, avec des garçons comme Rinero qui vont revenir, je suis aussi persuadé, à leur meilleur niveau, sans oublier Franck bien sûr pour les classiques Coupe du Monde et le Tour de France. Voilà, France Télévisions et France 2 vous ont présenté l'ensemble des équipes cyclistes professionnelles françaises. C'était en quelque sorte notre contribution au moment où débute cette saison 2000, une saison qui sera passionnante avec le calendrier traditionnel, plus les championnats du monde qui auront lieu en Bretagne, à Plouay, au mois d'octobre prochain, et puis juste avant, bien sûr, les Jeux Olympiques de Sydney. Maintenant, nous retrouvons le Col d'Èze, 10 km d'ascension pour désigner le vainqueur de ce Paris-Nice 2000. 10 coureurs en 38 secondes aux 10 premières places du classement général. Et à l'instant s'élance Alexandre Vinokourov, le Kazakh Alexandre Vinokourov, qui a été très présent durant ces derniers jours. On l'a vu beaucoup attaquer Alexandre Vinokourov. Il espérait gagner Paris-Nice. Il est pour l'instant en retard au classement général. Il espérait ensuite gagner une étape. On l'a vu encore hier sur la route de Villeneuve-Loubet. Il n'est pas parvenu à atteindre son objectif. Alors aujourd'hui, Alexandre Vinokourov, dans ce contre-la-montre en côte qu'il aime particulièrement, eh bien, Alexandre Vinokourov va essayer de gagner l'étape qu'il voulait absolument remporter pour le compte de sa nouvelle équipe, l'équipe allemande Télécom, qu'il a rejoint l'hiver dernier. Bernard Thévenet, on peut dire qu'Alexandre Vinokourov est parti très vite.
Oui, bien sûr, Vinokourov a tout à fait intérêt à partir très vite s'il veut faire un temps. On va voir quelle est sa motivation, parce que dans un contre-la-montre, on a pu remarquer souvent que les coureurs les mieux placés au classement général ont une meilleure motivation, tout simplement parce qu'ils jouent sur 2 tableaux, sur l'étape et sur le classement général. Sur les premières places du classement général, qui sont très importantes pour marquer des points, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais pour marquer des points dans les fameux classements UCI. Et évidemment, les coureurs, en étant déjà placés au classement général au départ de l'étape, ont en général une motivation bien supérieure. Ekimov, au départ, Vyacheslav Ekimov, qui est également un excellent rouleur, mais qui sera peut-être un petit peu desservi ici par cette montée très difficile. Il ne faudra pas oublier non plus tout à l'heure de suivre de très près Ritzel, Martin Ritzel, qui est aussi un très très bon coureur de contre-la-montre et qui préfère lui également les parcours plutôt plats. Alors on ne se rend pas très bien compte ici, mais la pente est assez difficile. Vinokourov est obligé de se remettre en danseuse de temps en temps pour essayer de relancer, mais aussi Andrei Chmil au départ. Vinokourov relance pour décontracter la musculature également. Il est très concentré là, Andrei Chmil, a remporté une classique belge Kurn-Bruxelles-Kurn cette année. Voilà, c'est parti pour Andrei Chmil, alors que le reste, Andrei Chmil qui... Alors, puisque c'est une course de côte, eh bien, en ce qui concerne le matériel, pour la plupart, les coureurs ont adopté un vélo presque, on va dire, quasiment normal. C'est pas vraiment le profil de contre-la-montre. On revient sur Vinokourov. Bien profilé, il faut bien respirer, il faut bien se connaître pour réussir un excellent temps dans cette montée du col d'Aise. Il faut bien savoir gérer sa course. Alors les coureurs ici, en ce qui concerne les développements, ont souvent pris un grand plateau qui fait seulement 53 dents pour pouvoir l'utiliser pratiquement tout du long. Andrei Kivilev, nouvelle recrue dans l'équipe de Vincent Lavenu. Il était l'année dernière dans les Kolstrop en Belgique et il a été formé à l'EC Saint-Étienne dans un club français avec Vinokourov. Il avait été repéré également autour du Langkawi par Gilles Mas. Et voici son ami Vinokourov. Très souvent assis, Vinokourov. Il est obligé de se remettre en danseuse, c'est normal. Parce que là, il commençait à pédaler un petit peu moins vite. Il faut avoir un rythme de pédalage dans un contre-la-montre sur le plat d'environ 100 dans les côtes. Bien évidemment, on privilégie plutôt la force. Et le rythme de pédalage peut descendre jusqu'à 70. Mais il ne faut pas descendre trop bas. Sinon, pour faire un temps, on est obligé d'appuyer trop, de dépenser trop, de mettre trop de force et ça fait trop mal aux jambes. Personne n'a réagi. Non. Le verdict du col d'Aise, il y en a au moins 3 qui coûtaient. Vous pourrez dire à l'Alpezès quand même, hein. S'étouffer un peu, on l'a vu dans différents contre-la-montre, on se souvient notamment des contre-la-montre du Tour de France l'année dernière, où il avait tendance à griller un peu vite ses cartouches, c'est vrai, et se retrouver très vite dans ce régime. Ouais, il y a un manque d'expérience, c'est surtout un manque d'expérience. Voilà un homme d'expérience, lui. Richard Virenque. Pour l'instant, le meilleur temps, Francesco Casagrande, 20 minutes 40 secondes 75 centièmes. Et voici Richard Virenque qui va en terminer. 26 km/h, 549 de moyenne, 22,36. Il est à 1,55 Richard Virenque du meilleur temps actuel, c'est-à-dire l'italien Francesco Casagrande. Richard Virenque, dont on peut dire que durant la semaine de Paris-Nice, il a accumulé des kilomètres sans objectif précis, ni de victoire d'étape, ni de position au classement général. Voici un excellent rouleur, un excellent spécialiste du contre-la-montre. Il avait gagné notamment le contre-la-montre du Critérium international, on s'en souvient. Aitor Garmendia, avec le maillot de la Banesto. Vous voyez que le temps, il ne fait pas froid, il fait environ 17 degrés, mais il n'y a pas de soleil, pas de chaleur.
Il faisait très beau à Sisteron il y a 48 heures. Et puis depuis hier, sur la côte, le ciel est gris, la température est clémente, mais le ciel est gris. Alors pas de pluie, pratiquement pas de vent, mais pas de chaleur, pas de soleil non plus. Et on revient avec Alexandre Vinokourov. Il alterne les passages sur la selle, les passages en danseuse. Pioche un petit peu là, mais c'est bon. On ne peut pas vraiment dire si la performance est bonne ou pas, parce que c'est normal. Au classement intermédiaire, il a le meilleur temps. Oui, au 3e kilomètre, hein, il faut préciser qu'il y a 2 postes intermédiaires de chronométrage. Un situé au 3e kilomètre 100 et un 2e poste au kilomètre 6. Et il y a ensuite, bien sûr, l'arrivée au kilomètre 10. Voici Axel Merckx. Vous voyez qu'il y a du monde sur les pentes du col d'Èze. On peut même dire, Jean-René, il y avait beaucoup de monde à ce Paris-Nice. Oui, oui, tout à fait. Sur les routes et aux arrivées, on peut penser que la médiatisation de Laurent Fignon y est pour quelque chose. Bien sûr, mais bien sûr. Et bien sûr. Et j'espère que tout le monde l'aura compris. Parce qu'on dit parfois qu'il est exagéré de médiatiser telle ou telle personne. Mais parfois, il n'y a rien de mieux pour faire connaître un événement, pour inciter les gens à le regarder, à le découvrir. Il n'y a rien de mieux que d'avoir la chance que cet événement soit dirigé par quelqu'un de médiatique, voire de très médiatique. Et ce fut le cas avec Laurent Fignon. Et pour sa première organisation également, j'ai trouvé qu'il s'était très bien débrouillé en ce qui concerne les finales d'étape. Les finales d'étape étaient toutes difficiles, avec des, on va dire, accidentées, avec des côtes qui ont permis aux coureurs de s'exprimer. C'est ce que voulait Laurent Fignon. Il doit être content puisque les coureurs lui ont obéi en quelque sorte. Ça monte, le coup de pédale est un peu heurté. Il se met peut-être un peu... Il se met souvent danseuse sur des temps un petit peu trop courts. Il n'a pas vraiment le temps de relancer. Laurent Fignon avec ses principaux collaborateurs, hein, Hervé Gérardin, Françoise Lemarchand, Vincent Gauthier, Jacques Durbisseau et puis bien sûr Valérie Larose. Ce sont les plus proches collaborateurs de Laurent Fignon. On voit à l'instant Bobby Julich. Il ne faut pas considérer que Bobby Julich a obtenu une contre-performance cet après-midi, car en fait Bobby Julich a été malade hier. Il a perdu beaucoup de temps. Il a rétrogradé au classement général dans l'étape de Villeneuve-Loubet. Il n'a pas souhaité abandonner. Il a voulu continuer la course, Bobby Julich, ce qui est tout à son honneur. Lui qui habite juste à côté, puisque pendant la saison européenne, Bobby Julich s'installe en fait à Nice, donc à quelques kilomètres d'ici. Et Bobby Julich n'a pas voulu arrêter, mais bien sûr il a perdu toute chance au classement général. Beau hamburger au départ. Qui a gagné une belle étape. Ancien vainqueur de la Flèche Wallonne, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il a connu une année 99 noire, beau hamburger, car il avait des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Il a eu un début d'hernie discale, ce qui, bien évidemment, pour un coureur cycliste, est une catastrophe. Et il s'est beaucoup soigné, beau hamburger, et il a apporté sur Paris-Nice, il a apporté sa première victoire de l'année à une équipe de première division que l'on ne connaît pas encore bien. C'est l'équipe Memory Card Jack & Jones, qui est une équipe danoise qui figure parmi les 16 formations du monde. Et c'était mercredi à Saint-Étienne. Eh bien, Beau Hamburger a donné à cette équipe sa première victoire de la saison 2000. Beatsberg. Beatsberg sur un terrain qui lui convient. C'est un honnête grimpeur et un bon coureur contre la montre. Vice-champion du monde. Souvenez-vous, c'est lui qui gagne le sprint du groupe derrière le jeune espagnol Oscar Freire. À ce propos, je vous donne un résultat qu'on vient de nous communiquer à l'instant.
Laurent Jaoui et Jean-Claude Plénage sur Tirreno Adriatico. La 4e étape aujourd'hui vient d'être remportée par Eric Zabel devant Mario Cipollini. Et au classement général, Laurent Jalabert conserve le maillot de leader. Le meilleur temps, Casagrande, et Ossa, qui vient d'en terminer, a réussi plus de 21 minutes. Grisha Niermann de l'équipe Rabobank, qui est un Allemand avec le capteur donné pour pouvoir respirer avec la bouche fermée. C'est parti pour Niermann, ligne de départ Thomas Brosina. Donc ça s'est lancé. Je vous rappelle que le maillot blanc, le leader de Paris-Nice, Laurent Brochard, qui tente aujourd'hui un formidable pari, remporter une grande course par étape pour la première fois de sa carrière, après avoir été champion du monde en 97 à Saint-Sébastien, après avoir gagné l'étape du Tour de France le jour du 14 juillet à Loudanvielle, après avoir gagné des étapes dans le Midi Libre, après avoir véritablement obtenu sur les routes un beau palmarès, alors qu'à l'instant, Vladimir Belli vient de réussir le meilleur temps. Il améliore le temps de Casagrande. Vladimir Belli qui était chez Festina et qui a rejoint l'équipe Passa Bortolo, la nouvelle équipe de Giancarlo Ferretti. Meilleur temps pour Vinokourov, 12, 11, le passage du 6e kilomètre. 6e kilomètre, c'est-à-dire après la mi-course, il y a au total 10 km. Pour l'instant, le meilleur temps à l'arrivée, rappelons-le, Vladimir Belli, l'Italien, il vient de le réussir. Et le meilleur temps, compte tenu des concurrents qui se sont élancés au 6e kilomètre, pour Alexandre Vinokourov. Brochard donc partira à 17h19. François Simon qui est à 6 secondes au général à 17h17. Andreas Klöden, attention au jeune Allemand de la formation Télécom, Andreas Klöden. Il partira à 17h15. Frankie Andreu, l'Américain, à 17h13. Francesco Mancebo à 17h11. Et il y aura auparavant Ritzel, Pascual Rodriguez, Stéphane Hulot, Mario Aretz, Dortmark, Gilles Bouvard, Incapi, Jonathan Wouters. Beaucoup de candidats à la victoire dans cette étape prestigieuse. Au départ, Thomas Brodzina. L'équipe Banesto. Français Miguel Echavarri. Francis Lafargue. Ligne de départ maintenant, Jonathan Wouters. Attention à celui-là, Jonathan Wouters. Oui. C'est le spécialiste des courses de côte contre la montre. Je vais le préciser parce qu'avant il y avait des courses de côte qui se déroulaient en ligne, maintenant de moins en moins. Jonathan Wouters qui l'année dernière a gagné la Route du Sud, qui a terminé 3e du Dauphiné libéré. Remarquable coureur qui se retrouve cette année aux côtés de Bobby Julich, alors que l'on voit Vyacheslav Ekimov qui est en retard, 32 secondes de retard sur Vinokourov au bout de 6 km. Vinokourov a pour l'instant le meilleur temps, 6e kilomètre. Quant à Ekimov, plein écran, il sera cette année un équipier probablement efficace de Lance Armstrong. Mais on peut dire que Ekimov maintenant doit revoir ses ambitions personnelles à la baisse. Il est en fin de carrière après avoir été un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'effort solitaire et avoir, bien sûr, on le sait, brillé en poursuite aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Axel Merckx dans la partie finale. Partie finale qui, vous le voyez, est roulante. Je vous le disais tout à l'heure, le col d'Èze culmine à 495 mètres au-dessus de Nice. Voici Axel. 27 km/h, 481. Son temps, vous le voyez, il est à 1,16. Attention, client. Voici un client. Voici celui qui est pour beaucoup le favori de ce contre-la-montre en côte. L'Américain Jonathan Wouters.
Je vous précise tout de suite qu'au classement général, il est 14e à 49 secondes de Laurent Brochard. Donc, viser la victoire au classement final pour Wouters, c'est peut-être un peu trop demandé, mais gagner une belle étape dans une ascension, une étape ayant le prestige de l'étape du Col d'Èze, ça par contre, c'est une vraie ambition. Il peut également viser une place sur le podium, oui, au classement ce qui lui général. rapporterait pas mal de points UCI. Bien sûr. C'est toujours bon pour lui et pour l'équipe Crédit Agricole. Vous avez vu Incapi sur la ligne de départ. Voici Kivilev, Andrei Kivilev, l'un des hommes du début de saison. On dira que c'est l'un des coureurs placés de ce début d'année. Kivilev qui était sur le point de rejoindre Tchmil. C'est Dario Frigo qui va terminer. Regardez bien ce maillot, il est nouveau. C'est la nouvelle équipe de Giancarlo attention à Ferretti. Frigo. Ouais, c'est un bon temps. Ça va même être le meilleur temps. Belli, 20-33. C'est le temps à battre. Et c'est le meilleur temps. Et c'est pour l'instant une surprise. 20 minutes, 31 secondes, 11 centièmes pour Dario Frigo. Cette équipe face à Bortolo de Giancarlo Ferretti marche. 2 victoires d'étape depuis le départ de Paris-Nice. Une présence quotidienne. Attention à l'équipe face à Bortolo et à Baldato dans une semaine dans Milan-San Remo. Attention, il va être un des clients de Milan-San Remo. Milan-San Remo que vous verrez samedi prochain dans le cadre de Samedi Sport, présenté par Lionel Chamoulot. Et vous verrez donc Milan-San Remo samedi prochain. On accueille celui qui est le... Puis ils auront un petit avantage face à Bortolo, c'est qu'ils seront venus s'entraîner préparer Milan-San Remo sur Paris-Nice, donc un petit peu à l'égard des autres équipes italiennes qui prendront un petit peu moins garde à eux. Et là, ils ont une très bonne carte à jouer. Aitor Garmendia. Je voudrais savoir pourquoi on a mis un T. C'est Dia, pas Tia. C'est un bon coureur. Il a connu, comme un certain nombre de coureurs espagnols, les 2 grandes équipes. Once, Banesto. Il fait partie de ceux qui ont fait l'aller-retour. Il grimpe bien, si on regarde par rapport à Vinokourov par exemple. Il reste beaucoup plus longtemps en danseuse. Vinokourov ou Ekimov aussi, qu'on a vu tout à l'heure, sont plus des rouleurs purs. C'est-à-dire qu'ils restent beaucoup plus en ligne sur le vélo, ils restent beaucoup plus souvent assis sur la selle. Ils ont beaucoup plus de force dans les cuisses. Il est fortement encouragé, Garmendia. À l'équipe Banesto qui a été privée sur ce Paris-Nice de son leader, Alex Zoule. Et voici au départ celui que l'on peut considérer comme l'un des hommes de la semaine. Il s'agit de Gilles Bouvard. Gilles Bouvard qui, comme beaucoup de coureurs de l'équipe Jean de la Tour, était membre du vélo club de Lyon-en-Velin. Il a été à l'époque dirigé par Michel Gros. Et Michel Gros, qui est un homme très discret mais intelligent, subtil, a eu la très bonne idée de rassembler dans la nouvelle équipe professionnelle Jean de la Tour 7 coureurs qu'il avait dirigés auparavant à Vaux-en-Velin. Et notamment ce Gilles Bouvard, dont on connaît le potentiel, on se souvient de sa victoire d'étape dans le Dauphiné libéré, mais qui a eu parfois des saisons un peu bizarres. Il disparaissait de l'avant-scène. Et Gilles Bouvard a fait depuis le départ de Paris-Nice, un boulot énorme en faveur de Laurent Brochard. On retrouve Vinokourov. Ça va être juste avec Frigo pour la première place. Frigo, 20 minutes 31 secondes au centième. Vino, vous le voyez, veut faire un temps, mais il est battu. Et il doit être bien déçu, Alexandre Vinokourov, car aujourd'hui encore, il a échoué. Ah, c'est pas bon sur le plan moral, c'est pas bon pour Vinokourov. Il espérait, il nous l'a dit hier soir, il espérait apporter au moins une victoire d'étape à sa nouvelle formation Télécom, où il y a une sacrée concurrence, parce qu'il est rentré dans une équipe de cadors. On a vu au départ Kai Undertmark. Rick Verbrugge. Voilà un des bons coureurs de l'équipe Lotto.
L'équipe Lotto, nouvelle version dirigée par Claudie Créquelian, vous le savez, puisque Jean-Luc Van den Broek a dû quitter son poste. Non pas pour des raisons sportives, mais pour d'autres raisons que l'on qualifiera de politiques. Et Jean-Luc Van den Broek travaille maintenant d'ailleurs pour la télévision, la radio-télévision belge d'expression française. Greg Verbreuve qui est un bon coureur. Au niveau des braquets, vous nous disiez tout à l'heure, Bernard Temnet, quelques précisions un peu sur le matériel utilisé, les développements. Apparemment, cette année, tous les coureurs ont prévu de monter sur le grand plateau. Donc, dans un contre-la-montre normal, les coureurs prennent un grand plateau de 55 dents. Là, la plupart ont préféré prendre un 53 dents pour pouvoir monter avec un 19 à l'arrière, c'est-à-dire un développement d'environ 5,85 m ou avec un 20 dents, qui a un développement de 5,60 m à 2-3 cm près. Voici monsieur sans marque, Kai Undertmark, qui fait lui aussi un bon Paris-Nice. Tous ces coureurs vont être prêts dans quelques jours pour soutenir Eric Zabel dans Milan-San Remo. Voici l'un des nouveaux talents du cyclisme, ancien champion du monde espoir, Giuliano Figueras. Il a déjà gagné 2 fois depuis le début de l'année. Sur ce Paris-Nice, il est aussi un peu en dessous par rapport à ce que l'on espérait. Mais c'est à coup sûr un futur grand coureur, ce Figueras. Il est souvent là et il n'a pas gagné beaucoup, mais il est quand même souvent dans les 4 ou 5 premiers. Encore un peu d'expérience et ce sera vraiment un très grand coureur. Alors qu'Ekimov va perdre un peu plus de 30 secondes. Figueras qui est né le 24 janvier 76. Il vient d'avoir 24 ans. Voilà Ekimov, 39 secondes de perdu. C'est pas un mauvais résultat, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'était Ekimov il y a encore 3 ou 4 ans. Je pense que pour Hamburger, ça ne va pas trop bien. 1 minute 06 de retard par rapport à Vinokourov au 6e kilomètre. On peut penser aussi que Ekimov a été recruté surtout parce que dans le Tour de France, il y a une étape contre la montre par équipe. Oui. Et que ce sera un équipier extrêmement précieux pour les Américains de l'US Postal. Cet exercice bien spécial. Et on peut ajouter à propos de l'US Postal que Lance Armstrong, qui a dû déclarer forfait car il souffre d'une bronchite, eh bien Lance Armstrong est venu hier soir et ce matin voir ses copains de l'équipe US Postal à l'hôtel de Nice et il a roulé avec eux ce matin. Il a fait notamment la reconnaissance de l'ascension du col d'Èze. Lance Armstrong qu'on retrouvera bientôt avec nous dans Stade 2 comme invité. Voici Bo Hamburger. Comme tous les autres coureurs danois, il a une sacrée carte à jouer cette année pour Hamburger car Bjarne Riis a annoncé sa retraite. Bjarne Riis, vainqueur du Tour, qui quitte le cyclisme professionnel, qui va devenir consultant pour la télévision danoise sur le prochain Tour de France. Et Riis parti, eh bien pour tous les coureurs danois, il y a une sacrée place à prendre. Voici Giuliano Figueras. Voilà Kivilev qui va en terminer. Fait pas un mauvais temps Kivilev. 20,58, il a 27 secondes. 5e, c'est bien. Mais Kivilev, c'est un des coureurs les plus intéressants de ce début de saison. Incontestablement. Un des plus prometteurs. Il a rejoint l'équipe AG2R Prévoyance de Vincent Lavenu, qui est pour l'instant l'équipe qui a le plus gagné depuis le début de l'année. AG2R Prévoyance qui a quitté, qui a dû voir partir, qui a dû voir abandonner Yann Kirsipou, qui a quitté la course en Paris-Nice. André Schmil en roue libre. 51e temps pour l'instant, 22,35. Regardez bien son visage et la couleur de son maillot, car dans une semaine, dans le final de Milan-San Remo... Mais il a quand même, disons qu'il a quand même fait la course, mais il n'a pas fait vraiment à fond, parce qu'il savait très bien que ce n'est pas une course dans ses cordes. Il n'avait plus pas d'ambition pour l'étape et plus d'ambition non plus pour Verita pour le classement général. Vous voyez avec ces images que vous propose Christophe Baudouin, Frédéric Astier, vous voyez que le ciel est gris. Alors, il y a beaucoup de monde venu sur la côte pour ce week-end.
les gens qui veulent se reposer pendant 2 jours. Il y a aussi pas mal de congrès, de séminaires. Mais tout le monde, en levant la tête ce matin, a fait la moue, car il n'y avait pas de soleil. C'est tellement rare. Alors, vous voyez les coureurs qui redescendent du Col d'Ez, car il y a une route, bien sûr, pour monter au Col d'Ez. Donc quand les coureurs en ont terminé, ils redescendent en s'entourant, bien sûr, d'un maximum de précautions pour ne pas gêner leurs collègues ou coéquipiers qui sont, eux, en plein effort. Vous voyez que Garmendia est lui aussi distancé. Pas énormément, mais voilà le temps de Garmendia. Il est à presque 15 secondes. 28 916 de moyenne. C'est une belle moyenne, ça roule. Hein. Il faut être à bloc partout. Ah, il a mis le petit plateau, hein, Figueras. Il est un peu plus de 17 heures. Les premiers du classement général. Ceux qui vont jouer la victoire dans ce Paris-Nice 2000 ne se sont pour l'instant pas encore élancés. Je vous rappelle que Laurent Brochard, leader et maillot blanc, partira à 17h19. Nous vous parlions tout à l'heure de Laurent Brochard, patron d'équipe, patron de course. Laurent Brochard qui a gagné le contre-la-montre du Bois de Vincennes dimanche dernier en battant d'1 seconde Christopher Bormann, ce qui est une grande référence dans cet exercice. Eh bien, depuis ce moment-là, Laurent Brochard est resté sur la même trajectoire, faisant preuve d'une autorité formidable. Sur la ligne de départ, Stéphane Helot. Stéphane Helot qui était dans la bonne échappée l'autre jour, ce qui lui permet de bien figurer au classement général, puisque Stéphane est 8e du général à 29 secondes. Il est souvent dans les bonnes échappées, hein, Stéphane Helot. C'est un coureur qui lit très bien la course. Ouais. Il voit très bien la course. Il est le 3e français parmi les 10 premiers du classement général, puisque Brochard est premier, François Simon 2e et Stéphane Helot 8e. Quel est le temps de Vosers par rapport à Vinokourov? Il a 6 secondes de... 6 secondes de retard. 6 secondes de retard. Jonathan Vaughters qui pour l'instant est un ton en dessous. Oh, il se donne à fond là. Ouais. Jonathan Vaughters. Il n'en garde pas là. 26 ans et demi, il est né à Boulder, qui est l'un des endroits préférés pour les cyclotouristes américains. Les cyclistes... Jonathan Vaughters qui a été professionnel de 94 à 96 dans l'équipe Santa Clara. Ensuite dans l'équipe Comtel Data System en 97 et en 98-99, il était à l'US Postal avant de rejoindre cette année le Crédit Agricole et son compatriote Bobby Julich. Julich Vaughters, ce sera un tandem intéressant du prochain Tour de France, ça c'est sûr. Il compte 19 victoires pour l'instant de son palmarès, Jonathan Vaughters. Il a notamment été champion des États-Unis du contre-la-montre en 97. Et puis bien sûr, sa référence en altitude, c'est sa victoire au Ventoux. C'était l'année dernière, dans le Dauphiné. Javier Pascual Rodriguez, qu'il fait lui aussi un très bon Paris-Nice. C'est un bon coureur qui a gagné la Ruta del Sol, qui a terminé 2e du Tour de Murcie derrière Pantani. Bon coureur de 26 ans qui appartient à l'équipe Kelmé. Il est 7e du général à 22 secondes de Laurent Brochard. Il a été l'un des attaquants hier de l'étape qui arrivait à Villeneuve-Loubet et il a été un moment virtuel maillot blanc de leader. Il est en forme, coureur prêt à saisir toutes les opportunités. Hier, il était pour 16 secondes virtuel maillot blanc. Et il a été rejoint dans le final vers Villeneuve-Loubet. Il faut reconnaître également au niveau de ce Paris-Nice, alors que l'on voit cette image au ralenti de Jonathan Vaughters, il faut reconnaître que le final des différentes étapes était à la fois bien dessiné, bien construit, bien pensé, mais qu'également les villes où arrivait Paris-Nice étaient des villes très agréables. Des petites villes pittoresques, pleines de charme. Villeneuve-Loubet hier, Sisteron avant-hier. Vraiment, c'était très sympa. Il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Belleville, il y a eu Nevers, Château de Vincennes, c'est pas rien. Regardez au ralenti, on revoit l'image de celui qui compte actuellement le meilleur temps. Frigo, 20 minutes 31. C'est bien ça, Bernard, hein? Oui, oui. Et quelques centièmes.
de Martin Ritzel. Et on comprend... Attention à ce coureur-là. Oui. Attention, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous parliez tout à l'heure, Jean-René, de l'équipe Memory Card. Attention à celui-là, Ritzel. C'est un très très bon coureur contre la montre. Il sera un petit peu désavantagé parce que ce n'est pas vraiment un bon grimpeur. Mais un coureur contre la montre reste toujours efficace dans un contre-la-montre, même en côte, parce qu'il a la science du rythme. Et là, Ritzel a vraiment la science du rythme. Et attention à lui. S'il est dans un bon jour, il peut surprendre beaucoup de monde. Il aura 29 ans le 28 mars prochain, 102e au classement UCI à la fin de la saison 99. Il a gagné 3 courses en 99. Et ce maillot, vous le voyez, ce nouveau maillot, Memory Card Jack and Jones, qui est en fait le rassemblement de différentes équipes ou projets d'équipe pour aboutir à cette équipe Memory Card Jack and Jones. Ouais, c'est bien que le Danemark est une équipe de première division. Il y a 20 ans, il y avait 2 ou 3 professionnels seulement au Danemark. Il y a quelques années, Capi n'est pas vraiment... il n'est vraiment pas à son aise, il faut le reconnaître. Non. Ou alors... il n'est pas bien... Ni dans le contre-la-montre ni en côte. Peut-être qu'il est invité ce soir à dîner chez Lance Armstrong et qu'il ne veut pas puiser dans ses réserves. Non, c'est un professionnel, Jean-René. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Voici Nierman, l'Allemand qui en termine. Il a fait un bon temps, Nierman. C'est des beaux bébés, tous ces coureurs de l'équipe Rabobank. 20,43, il est à 12 secondes. C'est un bon temps. Très bon temps. Tous ces garçons-là, vous parliez tout à l'heure du contre-la-montre du Tour de France, du contre-la-montre par équipe, on va les retrouver. Parce que l'équipe... Voilà Gilles Bouvard. Si l'on décernait un prix du coureur exemplaire, de l'équipier exemplaire, franchement, Gilles Bouvard en serait obligatoirement le bénéficiaire. Oui, c'est un très très bon équipier. Mais il ne voit pas toujours très bien la course et il a besoin qu'on le guide, qu'on soit proche de lui. Mais c'est un garçon avec un cœur énorme qui est capable de faire un travail énorme pour son leader, même pour l'équipe tout entière. Non, cela, ça a vraiment été une aide très très précieuse pour Laurent Brochard au cours de ces dernières étapes. Oui, vraiment, il a... On se souvient déjà l'année dernière, il avait été très très bon dans l'étape qui arrivait à Passy, dans le Dauphiné libéré. Oui. Dauphiné libéré que sont en train de terminer minutieusement Thierry Cazeneuve et Charlie Mottet. Tout comme Roger Mann et Claude Rigaud terminent la préparation du Midi Libre. Francisco Mancebo. Lui aussi, c'est un client. Plus grand espoir de l'équipe Banesto. Francisco Mancebo, 5e du général à 13 secondes. Vous voyez les... Brosina qui est à l'arrivée maintenant. Oui, voici le Polonais Brosina. Et il sera pas loin. Oui. Il fera un très bon temps, Brosina. Il va être au moins pour l'instant dans les 6-7 meilleurs temps. Regardez. 20,44 à 13 secondes de Frigo qui pour l'instant en 20 minutes 31 secondes est accrédité de la meilleure performance. À la Sierre Union, il fut vainqueur d'étape au Tour de Pologne, à la Millau-Bretonne, au Tour du... Francky Andreu, toujours l'équipe US Postal. Francky Andreu, 4e du classement général à 12 secondes. Alors que Kai Hundertmark est passé avec 52 secondes de retard au 6e kilomètre. Aussi, Kai Hundertmark, c'est surtout un équipier, mais vraiment un valeureux équipier. Là, il va se battre parce que c'est un bon professionnel, parce qu'il y a une certaine image à défendre, mais ce n'est pas non plus sa tasse de thé, d'aller contre la montre en côte pour Hundertmark. Jonathan Wolters.
Il va faire un bon temps lui. Hein. Bien repris sur la fin. Il a fait un final extraordinaire. Jonathan Vaughters, l'Américain du Crédit Agricole. Nous allons voir le temps réussi par Jonathan Vaughters. Regardez, top, c'est le meilleur temps. 20 minutes, 29 secondes, 87 centièmes, 29 km/h 292. 29 km/h 292, c'est aussi une indication intéressante pour vous qui nous écoutez et qui êtes très très attentifs aux performances réalisées par les coureurs professionnels. Le coureur allemand de l'équipe TDK-MS, Andreas Kloden. Regardez ce visage. Voici le symbole de la jeunesse du cyclisme allemande, Andreas Kloden, que certains considèrent pour les courses par étapes en Allemagne comme, non pas successeur, mais disons l'un de ceux qui pourraient, derrière Jan Ullrich, obtenir de très bons résultats dans les courses par étapes. Voici Giuliano Figueras. Regardez qu'il y a toujours autant de monde dans l'ascension. C'est un vrai succès, cette ascension du Col d'Èze. Étape difficile, retour à la tradition de Paris-Nice. Il y a des noms comme cela qui font rêver pour les ascensions. Le Ventoux bien sûr, Otakam, le Col d'Èze. Ce sont des sommets que les coureurs escaladent, soit au terme d'étapes en ligne, soit au terme de contre-la-montre. Alors que l'on retrouve Andreas Kloden. Il est grand, 1m84, 65 kg, 24 ans et demi. Il était licencié dans le même club que Jan Ullrich, le Dynamo de Berlin. C'est-à-dire qu'il est né lui aussi dans l'ex-RDA, l'ex-Allemagne de l'Est. Il a été 3e du championnat du monde espoir contre la montre à Lugano en 1996, champion d'Allemagne espoir en 97. Il a gagné en 98 le Tour de Basse-Saxe. Andreas Kloden est un client. Et il est 3e du classement général à 10 secondes. Attention, client. Alors, le départ est sur une partie plate. Et là, tout de suite, après quelques secondes seulement d'effort, on monte. Et à la sortie de cette courbe-là, la pente est sévère. Il y a un rythme de pédalage qui est supérieur à la plupart des autres coureurs, hein, Andreas Kloden. Autrement dit, il tourne très bien les jambes. Un peu à la manière d'Armstrong. Hein. On avait remarqué dans le dernier Tour de France qu'Armstrong a un rythme de pédalage certainement supérieur à celui des autres concurrents. Voici un bon coureur belge, Mario Aerts de la formation Lotto, qui s'était distingué notamment dans la Flèche Wallonne l'année dernière. Il sera à coup sûr l'un des hommes forts des futures classiques ardennaises que vous verrez en direct sur France Télévisions. La Flèche Wallonne le mercredi et Liège-Bastogne-Liège le dimanche. D'ailleurs, le mois d'avril sera sur France 2 et sur France 3, sur France Télévisions, le printemps du cyclisme. Vous verrez le Tour des Flandres, vous verrez Paris-Roubaix, vous verrez la Flèche Wallonne, vous verrez Liège-Bastogne-Liège et vous verrez bien sûr l'Amstel Gold Race. Et tout cela sur la longueur et en direct. Voici Andreas Kloden. Dans quelques instants, François Simon s'élancera. Il est 2e du général à 6 secondes. On écoute François Simon. Voilà, challenger avant le Col d'Èze de Laurent Brochard. Vous n'imaginiez peut-être pas ça il y a une semaine à Paris? Bah, franchement, si j'étais venu sur ce Paris-Nice pour faire quelque chose, bon, dans ma tête, c'était une place aux alentours des entre 5 et 10e. Et depuis le début de semaine, je me suis aperçu que j'avais de bonnes jambes, donc j'ai mis mes ambitions un peu à la hausse. C'est vrai qu'il y a quand même, c'est que quelques secondes qui séparent les 10-15 premiers, donc si je fais un bon chrono, je peux très bien gagner Paris-Nice. Par contre, si j'ai pas de bonnes jambes, je peux très bien me retrouver 12 ou 15e. Donc on verra. La belle lucidité de François Simon. Vous avez entendu François Simon avec son expérience. Il était si heureux hier à Villeneuve-Loubet de gagner une étape dans Paris-Nice, qui est une course de référence, et de gagner une étape avec le maillot bleu-blanc-rouge, le maillot de champion de France. C'était sa première victoire avec ce maillot. Il était très très ému, François Simon, hier soir, comme l'avait été d'ailleurs avec son maillot de champion du monde 2 ans plus tôt. Laurent Brochard, quand il avait gagné l'étape du Midi-Libre, le fait de porter le maillot de champion national ou le maillot de champion du monde provoque une émotion particulière. Et voici Laurent Brochard.
l'homme pour l'instant de la semaine. Son objectif, il y a 10 km d'ascension. Il a été jusqu'à présent l'homme de la semaine. Vous l'avez vu dans le film de la semaine que nous vous avons proposé tout à l'heure. Il veut maintenant devenir l'homme de Paris-Nice 2000. Pour être l'homme de Paris-Nice 2000, il faut gagner la course. Il porte le maillot blanc. Il a 6 secondes d'avance sur François Simon, 10 secondes sur Clauden, 12 sur Andreu, 13 sur Mancebo. Formidable pari pour Laurent Brochard, qui a été champion du monde, qui a gagné beaucoup de courses, qui a gagné l'étape du 14 juillet du Tour de France à Loudanvielle, on s'en souvient, mais qui aujourd'hui tente le pari de gagner une grande course par étape, une course de référence, la course d'Anquetil, la course de Kelly, la course de Jalabert. Eh bien, il va essayer lui aussi d'inscrire son nom au palmarès. Derrière lui, Michel Gros, directeur sportif heureux de la nouvelle équipe Jean Delatour, et le pari du meilleur coureur français de ce début de saison avec Laurent Jalabert, Laurent Brochard. C'est parti. Bernard Thévenet, premières impressions. C'est bien parti, hein. C'est parti très vite, très en ligne. On sent une conviction, une motivation vraiment hors norme. C'est le... Je ne sais pas si c'est le nouveau Brochard, hein. Peut-être qu'avant il était aussi motivé, mais on a l'impression qu'il le montrait moins avant. Peut-être qu'avant aussi c'était un excellent meneur d'hommes, c'était un excellent chef d'équipe, parce qu'on ne devient pas comme ça, comme par enchantement, d'un coup de baguette magique. Mais ce qui a changé, ce qu'on dira dans le nouveau Brochard, c'est qu'il exprime beaucoup mieux visuellement ses sentiments, comment dire, sa puissance mentale par rapport à ses coéquipiers, même par rapport à ses adversaires. 10 km d'ascension de la ville de Nice au sommet du Col d'Èze. 10 km pour inscrire son nom au palmarès de Paris-Nice. Laurent Brochard en action, Laurent Brochard que l'on écoute, écoutez-le. Compte tenu de votre état de forme depuis dimanche, depuis le départ du Bois de Vincennes et de votre victoire dans le contre-la-montre du Bois de Vincennes, on peut dire que vous êtes confiant. Oui, c'est sûr que bon, la condition est là, les gens me suivent bien, donc de ce côté-là, j'ai bon moral. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de coureurs est encore dans une poignée de secondes et je ne peux pas du tout m'avancer comme ça encore avant demain soir. Alors Laurent, c'est vous qui partez avec le maillot blanc, donc vous partez le dernier. Est-ce que vous allez beaucoup tenir compte dans l'ascension des informations qui vont vous être données au fil des kilomètres sur les pointages? Non, parce que je n'ai pas non plus l'habitude d'avoir des informations vis-à-vis des autres coureurs. Je crois qu'il faut surtout gérer son contre-la-montre seul et faire le mieux possible sans trop se fier aux autres chronos, parce qu'on peut se mettre un peu dans le rouge et exploser. Vous avez entendu cette belle analyse de Laurent Brochard, Bernard. Qu'est-ce que c'est intelligent, lucide, hein. Vraiment. Ouais, attention, c'est un très bon coureur contre-la-montre. Il l'a prouvé dimanche dernier en battant Boardman, le spécialiste des prologues. Andreas Clauden. Le temps ici. Andreas Clauden, troisième à 10 secondes. Je vous ai dit qu'il était grand, 1m84, on le voit avec cette image moto. Regardez ce bel athlète tout jeune, un peu plus de 24 ans. Regardez, c'est le meilleur temps au 3e kilomètre avec 5 secondes d'avance sur Vinokourov et 8 secondes sur Garmendia. 6,28 au 3e kilomètre pour Andreas Clauden. Doivent passer derrière lui à ce poste intermédiaire de chronométrage François Simon, qui est parti 2 minutes après lui, et Laurent Brochard, qui est parti 4 minutes après lui. Paris-Nice 2000 est en train de se jouer en ce moment. Le premier grand suspense de l'année. Vous le vivez en direct sur France Télévisions, en direct sur France 2. Et parmi les candidats à la victoire, il y a Laurent Brochard, le porteur du maillot blanc. Apparemment, il a l'air dans un bon jour. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Bernard? Qu'est-ce qui fait que le regard des coureurs ou des anciens champions comme vous voit tout de suite? Il a une position typique. Déjà, il reste longtemps en danseuse. Lorsqu'on est mal, on ne peut pas rester longtemps en danseuse. On se met en danseuse, on s'assoit, on se remet debout.
C'est très difficile. Et puis il ne change pas beaucoup de position sur le vélo. Il a les jambes qui tournent bien. Lui, il a mis 2 plateaux qui apparemment sont très proches l'un de l'autre. Il va avoir 53 et 47 ou 48. Écoutez, nous sommes en direct et nous allons demander à Christophe Baudouin, notre réalisateur, voilà, de nous montrer en gros plan. Voilà Bernard, allez-y, expliquez-nous. Là, il est resté... oui, il est sur le petit plateau, enfin un petit plateau qui doit être un plateau de 45 ou 47 pour ne pas faire trop de différence. Ça, c'était François Simon. C'est François Simon, c'est On François a changé, Simon. mais la remarque est bonne aussi. Oui, oui. Et ça lui permet aussi avec le 46 voilà. ou 47, on revient sur Laurent Brochard. Après s'être mis un bon moment en danseuse, eh bien, il se rassoit sur la scène. Il ne peut pas toujours rester comme ça. Et là, il est lui aussi sur le petit plateau. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2 plateaux. Exact. Donc ça doit être un 46 ou 47 même. Et ce qui permet d'avoir une roue libre mieux étagée derrière. On aura besoin d'un 42 parce que 42-19 on ne s'en sert pas là. Il faut prendre un braquet d'environ 5 mètres, entre 5 mètres 50 et 6 mètres. Ah, le commissaire à moto qui a juste titre. Et il interdit la moto de venir à hauteur du coureur parce que c'est interdit. Voilà. Tout le monde fait son métier et on le comprend. Voilà François Simon, vainqueur de l'étape d'hier à Villeneuve-Loubet, 2e du classement général. À 6 secondes, vous avez vu la petite coquetterie dans les cheveux de François Simon. Après Pascal, après Régis, après Jérôme, François le champion de France. Au retour à Laurent Brochard. Alors c'est incontestablement jusqu'au 7e kilomètre, on va dire Bernard, que la pente est la plus dure, c'est ça. Oui. C'est là où c'est le plus dur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque ça redevient moins difficile, c'est là où il faut savoir réaccélérer. Parce que si on reste sur si on veut récupérer dans les endroits faciles, on perd parfois trop de temps. On a le rythme cardiaque qui rebaisse un petit peu trop et après c'est difficile pour le remonter. Regardez, François Simon a perdu beaucoup de temps après 3 km. Cloden 6,28 et François Simon 17e temps à 23 secondes. Donc François Simon va perdre des places au classement général, c'est sûr, dans cette ascension. Il a déjà perdu sa place par rapport à Cloden, malheureusement. Oui, ça c'est sûr. Rappelons, Brochard, 2e Simon à 6 secondes, 3e Cloden à 10 secondes. Cloden qui est probablement en train, regardez la belle allure Bernard de ce coureur. Il est beau, Oui, il est plus, on va dire, plus rouleur que Simon, bien sûr, mais même que Brochard, puisque ici nous sommes dans un léger faux plat, mais il a vraiment une allure de rouleur. Simplement, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a quand même du plat ici. Il n'a pas pris un guidon de contre-la-montre. Il a gardé le guidon normal. Il faut dire que dans cette montée d'Aise, le guidon de contre-la-montre, on ne s'en sert pas beaucoup. Mais ça permet parfois de changer un peu de position. On connaît pour l'instant au 3e kilomètre le temps de Cloden, c'est le meilleur temps intermédiaire après 3 km. On sait que François Simon qui était parti 2 minutes derrière lui avec on sait des 23 secondes. Laurent Brochard est à 8 secondes. Cloden 6,28, Laurent Brochard 6,36. Attention, danger, grand danger pour Laurent Brochard. Nous vous disions tout à l'heure que ce Cloden était un client, que les Allemands le considéraient derrière Jan Ullrich comme l'un de ceux qui peut dans les années qui viennent devenir l'un des grands coureurs des courses par étapes. Eh bien, nous en avons la confirmation. Au 6e kilomètre, meilleur temps pour Cloden, on vient de le voir à l'instant. Oui. Meilleur temps pour Cloden au classement général avant le départ de ce contre-la-montre. Il y avait 10 secondes entre Brochard et Cloden. Il y a pour l'instant 8 secondes d'écart, ce qui veut dire que Laurent Brochard ne possède plus que 2 secondes d'avance au classement général. Alors, il y a là maintenant, Bernard, 2 types de réactions. Premièrement, Cloden, qui est informé bien évidemment de cet écart par la voiture Télécom qui le suit, et ce qui doit le survolter
Alors que la question est à poser, est-ce que Michel Gros doit ou pas donner le temps à Laurent Brochard? Peut-être pas, Bernard. Il doit lui donner, mais il doit mentir un petit peu. Voilà, c'est ça. Il ne doit pas lui donner 8 secondes, il doit lui dire qu'il a 3 secondes de retard à peu près. Il faut employer juste le terme pour aiguillonner le coureur, mais surtout pas le surprendre. Éviter de lui faire un choc émotionnel. C'est ce qu'on appelle un mensonge encourageant. Bah oui. C'est un petit mensonge, 5 secondes, c'est pas beaucoup. Ouais. Allez Laurent Brochard, allez Andreas Klöden, allez François Simon. Ils nous offrent tous aujourd'hui, en direct sur France 2, une magnifique bataille dans cette ascension du col d'Èze. 10 km. Andreas Klöden, je vous le disais tout à l'heure, il a appartenu au même club que Jan Ullrich, le Dynamo de Berlin, qui était en fait la vitrine, on peut dire, ce Dynamo de Berlin de l'armée est-allemande. Champion du monde du contre-la-montre, championnat du monde du contre-la-montre espoir à Lugano en 96, il était 3e, médaille de bronze. C'était une manière pour Klöden à l'époque de prendre date. L'année dernière, il avait une victoire au Tour d'Algarve. Il était 8e du championnat d'Allemagne contre la montre. Ah, il a un peu le physique, la carrure des nouveaux champions. 1m84, 65 kg, c'est ça, les grands. Il a par moments aussi un peu l'allure d'Ullrich, on le reverra peut-être tout à l'heure, mais quand on le voit de l'arrière. Bon, s'il sort de la même école, c'est un petit peu normal, ça veut dire que... François Simon, 40 secondes de retard au 6e kilomètre. Donc, attention, ne sont pas encore passés Andreas Klöden et Laurent Brochard, puisque François Simon... Laurent Brochard n'est pas encore passé. Il a 40 secondes, c'est ça. Au 6e kilomètre, Klöden 12 minutes 03. Et on a vu que Simon était à 40 secondes au 6e kilomètre. Doit encore passer au poste intermédiaire du 6e kilomètre 100. Doit encore passer Laurent Brochard. Et le prochain temps intermédiaire va avoir une importance absolument capitale. Vous l'imaginez, à 4 km du sommet. Quelle belle allure, Andreas Klöden. Klaus Sangerman, notre confrère de la télévision allemande, qui travaille à Eurosport Allemagne maintenant. Klaus Sangerman nous disait hier qu'il fallait faire très attention à Andreas Klöden, qu'il adorait ce genre de contre-la-montre en côte, une côte pas trop pentue, ce qui est le cas du col d'Èze. Eh bien, on se retrouve exactement dans cette situation. Il est bien en ligne. C'est vraiment. C'est plus un rouleur qu'un grimpeur. Et à cet égard, il est très à l'aise dans ses pentes. Attention, le temps dans un instant. Le temps de Laurent Brochard, 14 secondes. 14 secondes. Il y a toujours un match entre les deux hommes, mais pour l'instant, l'avantage est à Klöden. Klöden est pour l'instant virtuel leader de Paris-Nice. Il reste 4 km, Laurent Brochard. 4 km pour renverser la situation. Au départ, dans la ville de Nice, l'avantage était à Brochard. 10 secondes de mieux. Après 6 km d'ascension, 4 secondes d'avance en faveur d'Andreas Klöden. Quand je vous dis 4 secondes, c'est bien sûr en tenant compte, il y a 14 secondes dans le contre-la-montre. Je tiens compte bien sûr des 10 secondes du classement général, ce qui fait en fait, si l'on reporte ces temps dans un classement général provisoire, 4 secondes. Voilà. Classement général virtuel, bien sûr. C'est Klöden qui est en tête. Ah, ça va être difficile. En plus, nous expliquions tout à l'heure, et c'est important pour la lecture de la fin de ce contre-la-montre, que la partie finale était beaucoup plus roulante. Et un garçon comme Klöden, qui a l'allure, il suffit de le regarder, regardez-le, vous l'avez plein écran, qui a véritablement l'allure de l'authentique spécialiste du contre-la-montre, qui est parfaitement en ligne. Il est évident qu'il peut trouver dans les 2 derniers kilomètres, les 2 derniers kilomètres et demi, il peut trouver un terrain qui convient parfaitement à ses qualités naturelles de rouleur. Ah, ça va être très difficile pour Laurent Brochard,
Je vous disais tout à l'heure qu'il avait été jusqu'à présent l'homme de la semaine et que son combat, son challenge, c'était de devenir l'homme de Paris-Nice 2000. Il se bat, c'est un garçon qui a du talent, mais c'est un garçon qui a un courage énorme, Laurent Brochard. Il va se battre jusqu'à la limite de ses forces. Pour l'instant, pour quelques secondes, il est devancé maintenant au classement général. Vous entendez le public qui encourage Laurent Brochard. Il faut dire que Laurent Brochard s'est beaucoup dépensé durant toute la semaine et que c'est peut-être ces réserves-là qui lui manquent aujourd'hui. Hier, dans l'étape qui conduisait à Villeneuve-Loubet, dans les 50 derniers kilomètres, Laurent Brochard a énormément travaillé. Il y a eu des attaques de Vinokourov, d'attaques de Ravir Pascal, de la Kelmé, qui ont mis à certains moments son maillot blanc en danger. Laurent Brochard a dans un premier temps sollicité ses équipiers, notamment Gilles Bouvard et Frédéric Bessy. Et dans un deuxième temps, il est passé lui-même au travail. Et il a été impressionnant d'ailleurs dans ce travail, Laurent Brochard. Mais il a puisé, c'est obligatoire, dans ses réserves. Et peut-être qu'aujourd'hui, il lui manque un tout petit peu de fraîcheur. Alors que l'on voit arriver l'Américain Frankie Andreu. Meilleur temps toujours Jonathan Vaughters, 20 minutes 29 secondes 87 centièmes. Il est lui aussi américain, 21-21 pour Frankie Andreu. Vous voyez là, avec ce plan large, le site d'arrivée au sommet du Col d'Èze. Vous voyez que la chaussée est en bon état. Le ciel est toujours gris, température fraîche. Pas de vent, pas d'eau. On retrouve Andreas Klöden dans la partie finale. Il relance bien, hein. Ici c'est une partie en très légère descente et tout de suite il relance l'allure. Ah, il nous fait grosse impression. Faut reconnaître. Vraiment une super grosse impression. Ouh là là, il va pulvériser le meilleur temps pour la victoire d'étape. Il y a tout à l'heure, Zabel a gagné l'étape de Tirreno. Est-ce que Klöden, 20-06, c'est le meilleur temps bien sûr, 29 km/h 851. 29 km/h 851, 20 minutes 06. Alors c'est simple, le temps de Klöden est de 20-06. Au classement général, il avait 10 secondes de retard sur Laurent Brochard. Les calculs sont simples, 20-06 plus 9 secondes. Brochard a gagné. 20-06 plus 10 secondes, ils sont dans le même temps. Et à ce moment-là, il faudra bien sûr étudier les centièmes de seconde. En l'occurrence pour lui. Voici François Simon et Laurent Brochard. Oh, il a du mal, Laurent, on le voit. Ouais, il est quand même beaucoup moins à l'aise que tout à l'heure. Tout à l'heure, il bougeait beaucoup moins d'un côté à l'autre du vélo. Il était beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, si l'on peut dire, sur le vélo. Là, il est obligé de se battre pour pouvoir essayer. Il le sait maintenant qu'il a un retard conséquent sur Klöden. Il doit absolument se battre et lorsque l'on se bat de cette façon, eh bien, on perd de l'agilité. 2 km de l'arrivée pour Laurent Brochard. Forcément plus contracté, on a moins de souplesse, moins de grâce. 2 km de l'arrivée. Moins de 2 km de l'arrivée. François Simon va en terminer dans quelques instants. Il sera l'avant-dernier coureur à franchir la ligne d'arrivée. Et il y aura ensuite Laurent Brochard. Regardez, il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut avoir comme force. À gauche, à droite, en se déhanchant complètement. Il est beau ce combat. Il est beau, c'est beau le cyclisme comme ça, Bernard. C'est beau, allez au bout, au bout, au bout. C'est un combat à distance, mais on sait que pour l'instant, Brochard souffre énormément pour pouvoir essayer de remporter ce Paris-Nice. Et il ne va pas hésiter à aller vraiment au bout de ses forces. Parce que pour lui, Paris-Nice, c'est très important. Pour son équipe Jean de la Tour, c'est très important également. Pour ses équipiers, pour tout le monde, pour sa famille, il veut absolument pouvoir conserver ce maillot ce soir. Allez, il faut relancer là. Un petit moment, ça ferait du bien si on pouvait ralentir à cet endroit-là. Mais non, il faut continuer là. Ne surtout pas perdre la moindre fraction de seconde, ne surtout pas perdre de vitesse. Arrivée de François Simon. Les 300 derniers mètres.
pour François Simon qui a perdu du temps dans ce contre-la-montre mais qui a réussi un beau Paris-Nice. Il a apporté hier la 2e victoire de l'année à l'équipe Bonjour. Je dis bien la 2e, il ne fallait surtout pas oublier la victoire de Damien Nazon en Malaisie. Voilà le temps, c'est pour l'instant le 13e temps. 21 minutes 03, 74 centièmes. 2 coureurs doivent encore arriver. Andreas Klöden et Laurent Brochard. Je vous rappelle qu'au dernier chronométrage intermédiaire au kilomètre 6 à 4 km de l'arrivée, Laurent Brochard avait 14 secondes de retard sur Klöden. Moins les 10 secondes du classement général. Il avait donc 4 secondes dans un classement général établi à cet instant précis à 4 km de l'arrivée. Laurent Brochard perdait Paris-Nice pour 4 secondes. Il relance, il se remet en danseuse pour repartir. Tout ce qui lui reste comme force, tout ce qui lui reste comme énergie. Exactement, quel courage. C'est superbe. C'est superbe. Cela ne lui permettrait pas de gagner, peut-être pas. Il est bien à fond là. Mais quand il l'aura fait. Il passe, il coupe bien les virages, mais les coupe presque trop. Il est obligé de baisser la tête. Il voit plus très bien. Regardez sa roue avant, qui balance un peu à gauche, à droite. Il est très fatigué, Laurent. Il faut qu'il fasse moins de 20 minutes 16 secondes. 20,06, c'est le temps de Klöden. Allez, Laurent Brochard, 20,15, 20,16. Ah, il a perdu. Ah, pour une poignée de secondes, littéralement, Laurent Brochard a perdu Paris-Nice. Il n'y a rien à lui reprocher, 7 secondes exactement. 20,23, 15. Il est 2e de l'étape. 20,23, 15. 20,16. Presque rien reperdu sur la fin. Voilà les temps. 20,06, c'est bien ça Bernard, hein. 20,06 pour Andreas Klöden. Oui. Et Laurent Brochard, 2e de l'étape. 2e de l'étape. Il a fait un très très beau contre-la-montre, Laurent Brochard, que nous avons toujours à l'image. Il est en train d'essayer de récupérer. Il est allé au bout véritablement de son effort, Laurent Brochard. Mais il a perdu ce Paris-Nice. Et le vainqueur, le voici. Le voici, le vainqueur. Il vient du même club que Jan Ullrich, le Dynamo de Berlin. 24 ans et demi. Andreas Klöden, coureur athlétique. 1m84, 65 kg. Médaillé de bronze au championnat du monde du contre-la-montre espoir. Et aujourd'hui, eh bien, Andreas Klöden apporte à l'équipe Télécom le maillot blanc de leader dans Paris-Nice. Il faut rappeler qu'il y aura encore une étape, bien sûr, une étape en ligne qui aura lieu demain. Départ de Nice, incursion dans l'arrière-pays, puis arrivée à Nice sur la promenade des Anglais. Nous serons bien sûr en direct demain après-midi sur France 3 pour vous faire vivre le final de cette édition 2000 de Paris-Nice. Alors, Klöden est donc vainqueur de l'étape, je vous l'ai dit. Le 2e est Laurent Brochard. Thierry Adam, vous êtes avec Gilles Bouvard. Gilles Bouvard qui a été un formidable équipier durant toute la semaine de Laurent Brochard. Oui, Jean-René, on voulait parler de la tactique adoptée tout au long de la semaine par l'équipe Jean Delatour. Malheureusement, on va parler, Gilles, de la déception. Vous êtes resté à mes côtés, vous avez regardé monter Klöden, vous avez regardé monter Laurent Brochard. À un moment, vous avez pensé que Laurent était parti doucement, parce que vous le connaissez bien. Et puis là, je dirais qu'il y a toute une semaine de travail qui vient de s'effondrer avec la perte du maillot blanc. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est très dur, parce que bon, c'est vrai que l'équipe a travaillé très fort durant toute la semaine. Bon, je pense qu'on peut rien reprocher à Laurent. Je pense qu'il a fait le maximum de lui-même. Bon, on est tombé sur quelqu'un de plus fort, c'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes tombé cette semaine dans un piège tendu par Vinokourov, le coéquipier de Klöden, il a attaqué tout le temps, ce qui a permis à Klöden de se cacher un petit peu et de se réserver peut-être un temps soit peu pour ce contre-la-montre? Oui, c'est vrai que bon, l'équipe Télécom avait vraiment une grosse équipe avec Vinokourov. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup attaqué durant toute la semaine. On a toujours été là, présents devant.
Bon, moi j'ai fait le maximum, Laurent a fait le maximum. Bon, je pense qu'on peut rien se reprocher, on a fait le maximum de nous-mêmes. Ouais, vous avez montré votre maillot, c'est l'essentiel, mais la très bonne semaine, on a vu une belle équipe Jean Delatour qui a bien défendu ce maillot blanc de leader. Je pense que ça ne suffit pas à compenser la déception à l'instant. Je vous ai vu d'un seul coup, c'est terrible. Hein. C'est comme si le ciel vous était tombé sur la tête là, quand vous avez vu le résultat. Oui, c'est vrai que pour moi c'était un grand moment, très dur. Bon, c'est vrai que pour Laurent, je pense que ça doit être pour lui une grosse déception. Bon, ben, il y aura d'autres moments, il y aura d'autres courses. Merci Gilles, mais tout n'est pas fini, il reste une étape. Hein. Oui, mais bon, je pense que demain, ça va être une arrivée au sprint. Bon, l'équipe Télécom va contrôler la course de bout en bout, je pense. Merci d'avoir patienté avec nous et bonne descente. Voilà, merci. Laurent, avec Laurent. Oui, Thierry Adam, oui, allez-y, je vous en prie, bien sûr. Oui, j'ai avec Laurent Brochard. Laurent. Ouais, je sais que c'est un petit peu difficile, vous avez tout donné, vous êtes battu pour quelques secondes, vous perdez le maillot pour quelques secondes, j'imagine que la déception est énorme. Tout à fait, je crois que c'est surtout pour l'équipe parce que bon, on a fait un travail magnifique. Bon, malheureusement aujourd'hui j'ai pas pu conserver l'avance que j'avais, mais bon, c'est pas. Aujourd'hui on a perdu un peu de temps, c'est comme ça, c'est le sport. Ouais, vous le saviez qu'il était fort? Bien sûr, mais bon... Sur un exercice comme celui-là, on ne sait jamais comment on récupère. Bon, apparemment, il était vraiment plus fort. Alors, je dirais que vous avez fait une superbe semaine. Vous avez montré que vous étiez le patron de cette équipe de la Tour. Mais bon, ça ne compense pas, c'est ce que je disais avec Gilles Bouvard, la déception du jour, parce que vous venez peut-être de perdre Paris-Nice pour quelques secondes. Oui, peut-être, c'est sûr, parce que bon, aujourd'hui, c'était un jour primordial, mais bon, on verra maintenant. C'était une expérience assez agréable tout au long de la semaine. Pour la suite de l'année, je crois que ça va être très bien. Merci Laurent, bonne suite. On revoit le final de Laurent Brochard au cours de ces derniers mètres où il s'est vraiment battu au maximum. Il savait certainement que son retard sur Clauden était important. Il a vraiment fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Voilà, il prend même des risques parce qu'il va pédaler dès l'entrée du virage et pendant toute la durée du virage. Il va ressortir de ce virage au moment où pratiquement Clauden pouvait lever les bras. Thierry Adam. Oui Bernard, on est avec bien un garçon que vous découvrez, hein, son visage ne vous est pas habituel, Andreas Clauden, vainqueur donc de l'étape et pour l'instant eh bien nouveau leader de ce Paris-Nice. Alors il est comme Yann Ulrich, hein, il ne parle pas le français, pas l'anglais, il parle pour l'instant que sa langue maternelle. Alors on va faire ça avec son directeur sportif. Est-ce qu'aujourd'hui il pensait vraiment réaliser la performance qu'il a fait sur ces 10 km? Hast du heute gemeint, dass du das hier verwesentlichen könnte? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte nur unter den ersten 5 bleiben. Non, il croyait qu'il peut protéger une place entre les 5 premiers. Il n'a jamais pensé à aucun moment, avant de partir et même pendant la course, qu'il pouvait être le nouveau leader de Paris-Nice. Hast du niemals daran gedacht, der neue Erste zu werden in Paris-Nice hier? Auch nicht im Rennen? Nein, gar nicht. Also ich wollte nur unter den ersten 5 bleiben, wie gesagt, und es ist sehr überraschend gewesen, dass ich überhaupt schon Dritter bis jetzt gesamt gewesen bin. Il était déjà un peu fier qu'il était 3e au classement général au départ et il à se battre au fond pour garder cette place-là, mais pour gagner et pour prendre le maillot, il n'a jamais croyé ça. Alors justement qu'il monte sur le podium, bien sûr maintenant on va dire c'est peut-être le nouveau Yann Ulrich, qu'est-ce qu'il en pense? Vielleicht bist du die neue Ulrich, die man nicht so direkt erwartet hat, und ja, vielleicht bist du die neue Ulrich, die mehr Talent hat als sie selbst war. Ja, ich glaube nicht, dass ich der neue Jan Ulrich bin, aber mein größter Traum ist, wie gesagt, dem Jan zu unterstützen bei einer Tour de France, die er vielleicht gewinnen kann. Jan Ulrich gagné le Tour de France avec. Voilà, merci beaucoup. On l'a monté sur le podium. Merci à Laurent qui a conservé le protocole. Plus tard, on peut toujours monter vite sur le podium. Andreas monté sur le recevoir bien le maillot blanc de leader de Paris-Nice. Voilà, nous avons eu de nombreuses réactions après cette victoire.
du jeune Allemand Andreas Klöden. Nous avions dit au début de ce direct qu'Andreas Klöden serait l'homme à battre pour le classement général. Nous pensions que Jonathan Vathers pouvait être l'homme à battre pour l'étape. Et en fait, Klöden a fait coup double, gagné l'étape et pris donc ce soir le maillot bleu de leader de Paris-Nice. Il y aura demain la dernière étape avec arrivé à Nice, mais on peut penser que les positions établies au classement général ce soir resteront valables demain au terme de la dernière étape. Peut-être, Christophe Baudouin, pouvons-nous remontrer les deux classements à la fois. Voilà le classement général provisoire. Klöden